tombée la neige. Et chez nous, il y a sans doute plus de 70 sortes de partis pris de racisme, de sexisme et de discrimination. Mais ce n'est pas dans notre mentalité d'être clair là-dessus. Alors moi, je pense que notre façon d'en parler est lamentable et que cela vient de notre mauvaise volonté à traiter le sujet honnêtement et à y mettre un peu d'ordre. Alors c'est pas moi qui vous dis ça ce soir, je vais vous interpeller bien sûr dans ce que je vais vous expliquer, mais c'est une assistante sociale américaine qui est citée par Anna Dover-Smith dans une pièce de théâtre dont elle est l'auteur. Cette auteure est américaine. Donc, affirmer que les Esquimaux utilisent 70 mots pour désigner la neige s'apparente à une idée préconçue. La population Esquimau, d'ailleurs c'est un terme qu'on n'utilise plus, on va dire des Inuits, ça on dit notamment au Canada. La population Esquimau vit dans des endroits aussi différents que le Groenland, au Canada, la Sibérie ou l'Alaska, dans des villes ou en pleine nature. Il s'agit de personnes d'âge et de genres différents, sédentaires ou nomades, etc. Donc dialectes différents, expressions appropriées à des situations différentes, on peut dire qu'il y a au total 70 mots, mais il y en a peut-être 10 pour les uns et 15 pour les autres, selon l'endroit où ils habitent, etc. Vous voyez toutes les questions que suscite cette simple affirmation, et comme elle n'est pas anodine quant à l'effet qu'elle peut produire. Si je rencontre un Esquimau, je vais me dire je ne vais pas trop lui parler, il doit être saoulant. Ou au contraire, il doit être extrêmement précis. Je vais lui parler de quelque chose qui est un peu compliqué. Voyez, donc je vais vous expliquer là qu'il s'agit d'un stéréotype. Parce que en soi, l'information qui est donnée concernant le groupe social animaux, donc on voit bien qu'il y a une catégorisation, groupe social, est une croyance, puisqu'il n'y a pas 70 mots dans la réalité. Elle n'est pas nécessairement négative, cette croyance, et elle est construite autour d'un noyau de vérité et une exagération. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un stéréotype? Le stéréotype est une information associée à une catégorie sociale. Un stéréotype est l'ensemble des croyances d'un individu relatives aux caractéristiques ou aux attributs d'un groupe. Ça, c'est la définition de Jules et Parr, qui sont des ethnologues américains. Le préjugé, lui, se trouve être la traduction d'une information et dans bien des cas, la traduction d'un stéréotype dans une attitude envers un groupe social ou un individu appartenant à son groupe social. Il se trouve que la plupart du temps, le préjugé est négatif. Il s'agit d'une traduction négative d'un stéréotype. On a vu qu'il n'était pas forcément négatif. Catégorisation, stéréotype et préjugés contribuent à la discrimination. Plusieurs définitions de discrimination peuvent être proposées. Dans certains cas, il s'agit d'un acte comportemental, strictement comportemental. Dans d'autres cas, il peut s'agir d'actes verbaux. Il est question, selon les cas, de discrimination directe ou indirecte, de discrimination négative, de discrimination positive ou systémique, etc. Moi, je vais en venir dans mon exposé à l'acte comportemental selon la définition suivante. La discrimination est le fait de traiter une personne de manière moins favorable par rapport à une autre pour des motifs prohibés par la loi. Alors, je vais parler de la loi, mais je vais ensuite parler d'autre chose, puisque le dispositif légal est un moyen de lutter contre la discrimination. Et justement, comme notre sujet est de construire une conscience libre, je vais parler également d'autre chose. Rassurez-vous. Cela implique, en ce qui concerne la discrimination, qu'il y a forcément un préjudice. Et ce préjudice est toujours réel, soit physique, matériel ou psychologique. Il s'agit de discrimination négative, qu'elle soit directe ou indirecte. Dans tous les cas, préjudiciable à la personne qui en est victime. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait une catégorie sociale, un stéréotype, un préjugé, un acte discriminatoire. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Je vais essayer de vous relater, en fait, quand j'ai été
été formés, au moment où je suis rentrée à la HAP, nous avons eu la chance de voir un documentaire qui relatait une expérience faite justement au Canada, au Québec. Cette expérience avait déjà été faite aux États-Unis quelques années auparavant, mais très récemment, elle a été faite dans une école au Québec. On voyait une institutrice arrivant lundi matin. Les enfants étaient âgés entre 7 et 8 ans à peu près. Et cette institutrice mettait au tableau un trait à la craie. Disait aux enfants, vous allez venir tous devant le tableau et vous vous mettrez à côté du trait. Donc chaque enfant l'a fait, et ceux qui étaient au-dessus du trait se mettaient à gauche, ceux qui étaient au-dessus, dont la taille était au-dessous du trait, se mettaient à droite. Ensuite, l'institutrice a dit, je vais vous distribuer des dossards. Elle a donné aux enfants les plus grands, donc ceux qui étaient au-dessus du trait, des dossards rouges, et aux enfants plus petits, au-dessous du trait, des dossards blancs. Et là, elle a décidé donc de commencer sa journée. Elle a dit, bon alors les enfants qui sont avec les dossards blancs vont faire de la peinture, et les enfants qui ont le dossard rouge, on va faire de la morale, on va faire des mathématiques, on va faire du français, un peu d'anglais ensuite, etc. On va travailler. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il est clair que les enfants qui sont grands, ceux qui portent le dossard rouge, ils sont vraiment pas très attentifs, ils sont très bruyants, ils ne travaillent pas bien, alors que les enfants qui portent le dossard blanc, donc vous voyez, elle a déjà même perdu la notion de petit et grand, on est avec les dossards rouges et les dossards blancs, et très vite on va glisser vers la notion, il y a les méchants, il y a les bons. La journée se passe, il y a la récréation. Pendant la récréation, tous les enfants avec le dossard rouge, ils sont consignés dans un coin, ils doivent réciter, chanter la leçon morale qui s'est apprise tout à l'heure, alors que les autres vont faire de la bûche, etc. Et la fin de la récréation, la maîtresse demande aux enfants de se réunir, et là, elle a une surprise qui lui donne une émotion considérable, c'est que les enfants se rangent systématiquement en rang, blanc, rouge, ils n'ont plus leur dossard, ils ont leurs vêtements sur eux. Et là, elle est stupéfaite et elle a une émotion qui l'amène presque à pleurer. Elle se dit, aucun enfant ne résiste à la norme que j'ai posée, qui est complètement arbitraire, et aucun enfant n'est là venu me dire, mais madame, c'est pas possible, pourquoi moi j'ai pas le droit de faire de la bûche? Je suis le même garçon, la même fille que vendredi. Je travaillais bien vendredi, et même si je travaillais pas bien, j'avais le droit de faire la bûche. Il y a un enfant qui a un comportement un petit peu à part, c'est un enfant qui est obèse, et depuis le début de l'année, tous ses camarades le chahutent, se moquent de lui, et il est fortement discriminé par ses camarades. Et là, il y a des violences qui se font entre les groupes pendant la journée. Et l'enfant qui est handicapé, on a l'impression qu'il s'en moque, parce qu'effectivement, il vit ça depuis le début de l'année. Alors, à la fin de la journée, elle dit, bon, les enfants qui ont de dossard rouge restent encore un peu, les autres, ils peuvent partir. Là, il y a des cris, des larmes, etc. Mais bon, elle garde les enfants rouges, avec le dossard rouge. Et là, elle leur explique, j'ai posé une règle aujourd'hui, demain, elle va changer. Et surtout, elle écoute les enfants. Donc, les enfants disent tout ce qu'ils ont vécu toute la journée, qui a été extrêmement difficile à vivre. Le lendemain matin, la classe reprend, et là, la maîtresse annonce, j'ai eu mon chef hier soir au téléphone, il me dit, mais tu t'es complètement trompé. C'est les petits qui sont méchants comme ils sont petits. Il faut toujours qu'ils revendiquent. C'est eux qui ne travaillent pas bien. C'est eux qui vraiment n'apprennent pas bien, etc. Donc on va changer. Aujourd'hui, ceux qui avaient le dossard rouge hier vont donner à ceux qui ont le dossard blanc, et vice-versa. Et la journée, en fait, se passe comme la veille, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des violences un peu entre les groupes, mais les groupes fonctionnent. C'est comme si tout se passait normalement. Et à la fin de la journée, donc elle explique que ce qui a été vécu depuis hier, c'est la discrimination. Et la discrimination est venue d'une règle posée qui est un préjugé. C'est-à-dire on n'est
On y a les grands, il y a les petits, il y a les rouges, il y a les blancs. Et donc elle explique, voilà, il nous faut chaque fois prendre conscience de dans quel monde on vit. J'ai sauté beaucoup de choses de mon exposé, mais je vais revenir. Alors on voit la norme qui est posée, c'est la taille, ça détermine une catégorisation, ensuite ça fait naître des stéréotypes et des préjugés, et enfin on arrive à la discrimination. La discrimination qui se met en place ici comme naturellement semble légitime puisque la norme est fixée par l'autorité et qui fonctionne pourtant sur le registre de l'inconnu et de l'inexplicable. En fait, on ne sait pas pourquoi, quand on est au-dessus de la ligne ou au-dessous, à un moment donné, on est bon ou on est méchant. Les enfants se prêtent au jeu sans s'opposer à la norme posée. Seul l'enfant victime de discrimination puis la rentrée prendre la distance. Certes, les enfants vivent des émotions fortes et contradictoires, mais le tout dans un apparent équilibre qui les rassure. Ils appartiennent à un groupe et il y a des règles de fonctionnement pour ce groupe et pour aussi adopter des comportements appropriés vis-à-vis d'autres groupes. Les enfants sont confrontés successivement à l'expérience de la discrimination en tant que victimes et en tant qu'acteurs, et c'est comme s'ils y étaient autorisés. Le fait de discrimination est une façon de lutter contre les aspects inconnus de l'environnement social, de nous protéger affectivement et de rester cohérents avec nous-mêmes en assurant une continuité à notre identité. En quelque sorte, c'est la conclusion qui a été faite à travers cette expérience. Alors, la discrimination est généralement comprise comme un acte délibéré manifestant l'intention consciente de traiter de manière moins favorable une personne par rapport à une autre, à raison de son appartenance à une catégorie, selon son origine, son état de santé, son sexe, ses mœurs, son âge, son orientation sexuelle, etc. Prendre conscience et réfléchir avec rigueur à ce qu'est exactement la discrimination et ses formes multiples mérite d'y consacrer toute notre attention. De récents travaux en psychologie sociale et cognitive démontrent que la discrimination peut aussi résulter de l'application inconsciente et non intentionnelle de stéréotypes de genre, de race, dont notre environnement socio-culturel, que nous le voulions ou non, nous a imprégnés. Cette forme de discrimination découle du fait que les stéréotypes n'agissent pas seulement comme des convictions conscientes, mais aussi comme des structures mentales profondes, qui, à notre insu, infléchissent notre façon de percevoir les individus. Les stéréotypes sont en quelque sorte des attentes schématiques implicites. Elles peuvent fausser le jugement social et causer de la discrimination non intentionnelle. À la veille de la Journée internationale des droits de la femme, on pourrait se dire dans notre pays que légalement, la différence entre les hommes et les femmes n'implique plus la supériorité des premiers par rapport aux secondes. Certaines personnes ont d'ailleurs tendance à nous rappeler que les femmes ont la vie dure dans certaines parties du monde actuel et que l'égalité est acquise chez nous. Alors, je vais reprendre en ce qui concerne la catégorisation et les stéréotypes, ce qui a été analysé par Charnetsky. J'ai oublié son prénom, je vais le retrouver. Donc Patrick Charnetsky a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Les pièges de la discrimination. Tous acteurs, tous victimes ». Alors il nous dit que la catégorisation et les stéréotypes, d'un point de vue purement fonctionnaliste, sont des outils indispensables au traitement d'informations et ils nous simplifient la vie. Il dit également que les choses se compliquent dès que les catégories sont inexactes, et notamment par l'assimilation des objets les uns aux autres. En fait, le fait de classer automatiquement dans des catégories nous amène à plusieurs choses. La première chose, c'est exagérer le degré de ressemblance entre les membres d'une même catégorie. Et la deuxième chose, c'est d'exagérer le degré de différence entre les catégories et au final, de déformer la réalité.
percevoir les autres, c'est-à-dire les membres des groupes auxquels on n'appartient pas, ou exogroupes, on va dire, comme homogènes, c'est faciliter la discrimination, renforcer les préjugés, et c'est se rassurer sur le bien fondé de nos opinions. Au contraire, il peut être efficace de mettre en évidence les disparités réelles qui composent les groupes sociaux. Les hommes sont aussi différents les uns des autres que le sont les femmes. Les stéréotypes sont incontournables. S'ils sont incontournables, il est intéressant de se demander comment ils se sont construits pour chacun d'entre nous et se manifestent à notre insu, et comment reconquérir notre conscience libre face à eux. Développer la prise de conscience de ces processus et corriger tous les biais qui leur sont inhérents est une tâche objectivement difficile, quel que soit le contexte. Je vais essayer de vous donner quelques moyens. D'abord, on va rejoindre ce que nous ont dit nos précédentes intervenantes. D'abord en nous questionnant sur notre cadre familial et social, la façon dont notre famille d'origine fonctionne et les valeurs de la société dans laquelle elle évolue. Quel a été pour chacun d'entre nous le mode de transmission du savoir, de la culture et des représentations? Quel processus de choix identitaire a été le nôtre? Quelle croyance collective à l'échelle de la société et quel degré de conditionnement? Ensuite, si la discrimination peut prendre forme à notre insu, dans les valeurs de la famille et dans les normes plus globales de la société, nous devons parler de leur transmission par le biais de la mécanique des rumeurs ou autres déformations de la réalité. En clair, transmettre des rumeurs, c'est-à-dire là tout à l'heure que les Esquimaux disposent de 70 mots pour dire la neige. Je vais être pas polémique, vraiment. Donc transmettre les rumeurs, c'est communiquer des contenus assimilés à nos stéréotypes et contribuer à renforcer les idées à l'origine de la discrimination. On peut suggérer de ne pas contribuer à propager ces rumeurs et au contraire à les débusquer. On peut également garder une vigilance sur ce qui est actuel autour d'une normalité ou d'une tradition, habitude ou coutume. On peut imaginer le changement au lieu de se contenter de le craindre et de s'en défendre. Et si on n'imagine pas, on peut peut-être l'accompagner. Et puis, il y a ce que Tcharsky décrit comme les prophéties autoréalisatrices. Il s'agit du résultat qui conditionne les attentes. Par exemple, le raisonnement classique qui consiste à dire que le fait qu'il y ait très peu de filles en sciences prouve bien qu'elles ne sont pas faites pour cette discipline. On pourrait inverser la causalité. Mathématiques, alors, les filles ne sont pas douées en mathématiques. Les prophéties s'expriment d'ailleurs dans le sens de celui qui doit se former une impression de l'autre et qui souvent occupe un statut dominant. C'est parce qu'on se persuade que les filles ne sont pas douées en mathématiques qu'il y a très peu de filles dans les matières scientifiques. Et là, on a inversé la causalité. Et s'il apparaît clair que n'importe lequel d'entre nous peut se trouver confronté à des situations dans lesquelles il est susceptible de discriminer, il est nécessaire de rester vigilant au quotidien et de ne pas accorder une confiance démesurée en nos émotions lorsqu'elles ont le pouvoir de modifier la nature de nos opinions et la réalité sociale. Alors on peut également s'informer sur le dispositif légal qui a été mis en place pour lutter contre la discrimination et promouvoir l'égalité. Nous avons un professeur de l'université de droit dans la salle, je me vois là. Donc elle pourra nous compléter ce que je peux dire éventuellement. Je répondrai à vos questions sur le dispositif légal. Moi je vais parler un peu du défenseur des droits. Donc le défenseur des droits a été mis en place l'année dernière par une loi du 29 mars 2011. Et le défenseur des droits réunit 4 autorités administratives indépendantes, le médiateur de la République, la défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la HALDE, donc la
Moi, j'ai été au départ à la HAD et je suis donc aujourd'hui déléguée du Défenseur des droits de la mission lutte contre la discrimination et promotion de l'égalité. La HAD avait été créée par une loi de 2004. Elle a été portée en 2005 par la présidence de M. Louis Schweitzer, à la tête d'un collège de 11 personnes. Et elle a rendu un certain nombre, donc son collège a rendu un certain nombre de délibérations dont on peut dire que ça constitue en quelque sorte, le terme n'est pas approprié en droit, mais en quelque sorte une sorte de jurisprudence sur la discrimination. Le deuxième volet donc, de la mission de la HAD est la promotion de l'égalité. Une grande partie des missions de la HAD, je dirais quasiment la totalité, a été transférée au Défenseur des droits, qui a commencé donc à travailler au mois de juin l'année dernière. Le Défenseur des droits et M. Dominique Baudis. Il y a 3 collèges qui l'assistent, trois adjoints, qui sont donc pour le droit des enfants, la lutte contre les discriminations et la déontologie de la sécurité. Je ne vais pas parler longtemps de ça, vous aurez peut-être des questions à me poser là-dessus. Je vais en terminer par sur ce que nous aimerions dire aujourd'hui aux plus jeunes. Alors, moi j'ai été chercher notamment dans un livre qui s'appelle La fabrique des filles. C'est un livre qui est récemment publié par Laure Mistral, aux éditions Syros. Donc, Catherine Monod, qui est anthropologue, a dit qu'il fallait aider les jeunes à garder leur esprit critique. Donc, c'est à nous de les aider surtout à le construire. Et qu'il était important de questionner ce qui apparaît toujours comme le plus évident ou le plus naturel. Je cite, « Toutes ces choses qu'on nous dit comme étant de la vie normale, est-ce vraiment ce qu'on désire et ce qui est le mieux pour nous ?» Elle conseille aussi, notamment aux filles, de repérer les attentes multiples et contradictoires et de cultiver l'estime de soi. Par exemple, sur l'orientation scolaire, elle conseille d'avoir de vraies discussions filles, parents, professeurs. Que veux-tu faire plus tard? Pourquoi ce choix? Est-ce que tu n'as pas pensé à autre chose? Pourquoi y renoncerais-tu? Pour les garçons, elle suggère, excusez-moi, je bafouille un peu. Pour les garçons, elle suggère questionner la surestime de soi et les notions de compétition et réussite sociale, et les guider vers des choix plus pragmatiques. Ensuite, Marie Duru-Bella, qui est sociologue, et aussi Christine Barr, qui est historienne, dit aux filles, ayez confiance en vous. N'essayez pas toujours de plaire. Faites du sport. Comptez plus sur vous-même. Donnez-vous la chance d'être autonome. Notamment, regardez l'importance de l'indépendance financière. Aux garçons, elle dirait, prenez conscience que vous vous surestimez. Sachez douter de vous. Réfléchissez au rapport entre genre et violence. Et enfin, Françoise Héritier. Moi, j'ai un faible pour Françoise Héritier, anthropologue. Aux filles, elle dit d'avoir autant confiance en elles que les garçons ont confiance en elles. Elle leur demande d'où venez-vous? Qu'est-ce qui reste à accomplir? Essayez de comprendre votre histoire. Apprendre aux filles à avoir confiance en elles est l'un des domaines majeurs de l'éducation où l'on se doit absolument d'agir. Ce qui est acquis est uniquement sur le plan légal. Leur apprendre la vigilance et leur montrer clairement les domaines où elles ont un rôle à jouer encore. Le fondamental n'est pas derrière elles, mais devant elles. Voilà, je vais terminer, j'espère que vous avez...
chez nous beaucoup de sexes opposés. Je pense que si nous avions au principe d'adopter que nous sommes des sexes complémentaires, ça serait déjà le début d'un progrès. Moi, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, on est complémentaires et différents. Et je pense qu'on se construit, effectivement, ce que nous a dit Mathilde, avec une identité qui est forcément imprégnée de négatif et de positif à travers, et c'est un petit peu ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, ce que Patrick Charnowski a bien écrit dans son livre, Le piège de la discrimination, c'est que cette construction de notre identité nous conditionne pour la vie durant. Donc aujourd'hui, il s'agit, et c'est votre question, ça rejoint ce que je pense, de réconcilier et de reconcilier en voyant quand même que nous avons dans les catégories des catégories qui sont dominantes, auxquelles le négatif est attaché ou le positif, donc des oppositions. On ne peut pas empêcher les oppositions. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre conscience et voir que ces oppositions sont créatrices. C'est quand on regarde par exemple l'art, quand on regarde du théâtre, de la peinture, c'est l'opposition qui fait jaillir la beauté. C'est la lumière, c'est le sombre, les oppositions de couleurs et de formes, de masse. Donc je pense que c'est la même chose pour nous. Et qu'on le remarque d'autant plus dans la rencontre avec les cultures différentes. Mais on ne peut pas empêcher l'opposition. Et les stéréotypes non plus. On peut revisiter les stéréotypes et essayer de justement se questionner. Je disais tout à l'heure en quelque sorte que nous sommes tous discriminants et susceptibles d'être discriminés. Je pense qu'on peut moins l'être, comme vous le suggérez, en sortant des oppositions et en regardant que ce sont les différences qui nourrissent la richesse. Moi je la situe, je la remonte dans les textes religieux où on est systématiquement considéré comme alors la pécheresse Ève, etc., qui porte quelque chose de très lourd, la tentatrice, et puis en plus c'est dans les fondements souvent de l'éducation religieuse que l'homme est supérieur, quoi. Enfin dans tous les textes, que ce soit la Bible. Voilà, donc c'est dur à remonter ça. Je ne sais pas si on s'en remettra jamais. Voilà, il me semble qu'il y a quelque chose peut-être à faire bouger les lignes, mais ces lignes-là, elles sont, je les trouve pesantes. Ben, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, j'ai trouvé que c'était cet embrigadement comme ça, là, m'a pesé petite. Je crois que ça m'a pesé beaucoup. Et je pense, si vous voulez, que c'est encore vivace. Il me semble que là, on a peut-être quelque chose à faire. Il faut pousser un peu des choses. Alors, je pense que ce que vous dites est important et d'ailleurs, à travers les différentes études qui ont été réalisées en psychologie sociale et cognitive, il a été relevé qu'un certain nombre de catégorisations ensuite de stéréotypes, donc auxquels s'attache
étaient attachés aux catégories sont contraires selon les religions. Je vais prendre un exemple. Donc effectivement, dans la religion catholique, chrétienne, on va dire, on a, en ce qui concerne le masculin, correspond à un certain nombre de valeurs, notamment la valeur chaude, alors que le féminin est froide. Si on prend le bouddhisme, c'est le contraire. Donc on voit que, et pourtant, il y a autant de discrimination, on peut dire globalement, dans les pays où la religion bouddhiste est majoritaire par rapport aux pays où la religion chrétienne est majoritaire. Donc la question des stéréotypes, puis ensuite préjugés et discrimination, est, je dirais, toutes choses étant différentes, est équivalente selon les religions. Et votre question est importante, elle rejoint, si vous voulez, le questionnement que moi je suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire de revisiter comment chacun de nous s'est construit dans son identité, donc dans sa famille, dans l'environnement social. On voit que vous parliez à l'instant de votre religion, à vous. Là, moi, en revenant du Québec, j'ai à l'oreille toutes les insultes qui sont d'enseignement religieux, c'est-à-dire Christ, tabernacle, etc. Tous les mots religieux, ce sont maintenant des insultes au Québec. Vous le savez, des gros mots. Vous ne savez pas. Ça, c'est depuis donc la Révolution tranquille, où le pouvoir religieux, qui était extrêmement fort, le pouvoir catholique au Québec, qui était extrêmement fort, a été on peut dire que des survivances très importantes, c'est important de relever ce que vous dites là à l'instant, de survivances très importantes. En ce qui concerne le salaire des femmes, en ce qui concerne les métiers des femmes, c'est largement, si on regarde notre histoire, c'est lié à la religion. Les femmes ont été longtemps des infirmières, c'était les sœurs qui étaient infirmières, et elles n'étaient pas rémunérées. Si aujourd'hui, et c'est vrai au Québec, il y a une étude extrêmement précise sur ce sujet, aujourd'hui, encore, la grande majorité des infirmières sont des infirmières, et elles sont mal rémunérées par rapport à des professions qui sont équivalentes en temps, en compétences, diplômes, etc. En fait, c'est la survivance de la gratuité de ces services qui est encore très récente. Il y a encore beaucoup de cadres infirmières qui sont des sœurs et qui ne sont pas rémunérées. Voilà, donc il faut savoir effectivement qu'il y a du boulot avant d'arriver à sortir toute à analyser et à changer le monde. Mais le monde change. On voit qu'il y a énormément de progrès qui sont faits, notamment au Québec, qu'il y a énormément de progrès qui sont faits. Alors la particularité en ce qui concerne la discrimination, tout à l'heure dont je parlais de discrimination négative. Il y a également la discrimination positive. En ce qui concerne des pays comme le Canada et les États-Unis, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, là je ne vais pas juger. Mais ce sont des pays où est pratiquée une discrimination positive à travers les quotas. Nous connaissons peu de discrimination positive dans notre dispositif légal. Il y a quelques dispositions, mais elles sont assez peu nombreuses. Et surtout, il n'y a pas du tout de question de politique de quotas. Ce n'est pas dans notre culture aujourd'hui. C'est introduit dans certains cas par la loi. Par le biais de la loi, on va voir en ce qui concerne par exemple les personnes atteintes de handicap, puisqu'il y a obligation pour les employeurs d'avoir 6% d'emploi de personnes atteintes de handicap. Donc ça fait partie d'une sorte de quota, en quelque sorte. Mais c'est très peu notre culture, entre autres.